Changwan. Dans la grande histoire des monarchies, peu de rois ont affronté un parcours aussi tumultueux que le roi Charles III. Après avoir attendu dans l'ombre toute sa vie, il est finalement monté sur le trône à l'âge de 73 ans. Mais le destin peut être cruel. Juste au moment où il aurait dû se prélasser dans la gloire de son couronnement tant attendu, des murmures ont commencé à se répandre, laissant entendre que la santé du roi déclinait discrètement. Les apparitions récentes racontent une histoire qu'aucune déclaration royale ne pourrait cacher. Son visage, autrefois calme et serein, apparaît désormais émacié. Ses pas sont devenus plus lents, ses épaules lourdes, son regard distant. L'éclat que l'on voyait autrefois pendant ses premiers mois en tant que monarque s'est estompé pour laisser place à l'épuisement. Le palais insiste sur le fait que le roi se repose simplement. Pourtant, le silence de Buckingham ne fait qu'alimenter une inquiétude plus profonde. Le peuple britannique observe avec anxiété, tandis que la presse, inhabituellement silencieuse, semble cacher quelque chose au public. Derrière ces murs majestueux du palais, quelle vérité se cache? S'agit-il simplement de fatigue ou de quelque chose de bien plus grave? Et si l'impensable devait se produire, qui portera la couronne? L'héritier loyal, le prince William, se tient prêt. Mais est-il vraiment digne de guider la nation à travers ce qui pourrait être son chapitre le plus fragile? Qu'en pensez-vous? Le prince William mérite-t-il d'être le prochain roi d'Angleterre? Si vous pensez qu'il le mérite, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 2. Parce que l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais notre façon de voir la maison de Windsor. Elle vous emmènera derrière le silence, derrière les sourires, pour découvrir la vérité que le palais de Buckingham n'a jamais voulu révéler. Ces derniers jours, l'inquiétude concernant la santé du roi Charles a atteint un niveau qui ne peut plus être ignoré. Les rassurances calmes du palais ne correspondent plus à ce que le public voit de ses propres yeux. Le roi aurait été admis à l'hôpital à plusieurs reprises en quelques semaines seulement, chaque visite étant entourée de secrets. Les déclarations officielles ne mentionnent que des examens de routine. Pourtant, ceux qui l'ont vu de près disent le contraire. Il a l'air pâle, épuisé et beaucoup plus mince qu'avant. Sa voix, autrefois ferme, tremble maintenant, et ses mouvements sont visiblement plus lents. Les médecins, selon des sources proches du palais, ont été contraints de modifier son traitement après que son corps a commencé à montrer des signes de résistance. Chunk 2. Les traitements qui le stabilisaient autrefois ne semblent plus avoir le même effet. Le roi souffre de fatigue chronique, de maux de tête fréquents et violents, et d'une perte d'appétit soudaine qui l'a fait maigrir à un rythme alarmant. Des initiés le décrivent comme physiquement présent, mais mentalement distant, fixant souvent le vide pendant les réunions privées. Au cours du mois dernier, plusieurs engagements royaux ont été annulés avec peu d'explications. Lors d'événements où sa présence était confirmée, le roi arrivait à l'improviste, passait seulement quelques brèves minutes avec les invités, puis se retirait discrètement. Des caméras l'ont surpris en train de se frotter les tempes comme s'il avait mal, avant d'être doucement guidé par ses aides. Chaque apparition rare ne fait qu'aggraver l'anxiété du public. Les médias britanniques, habituellement implacables dans leur couverture des affaires royales, ont adopté un silence inhabituel. Les titres sont devenus prudents, le ton plus modéré. Certains journalistes expérimentés suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un simple respect, mais d'une retenue, peut-être même d'instructions venant de l'intérieur du palais lui-même. Quelque chose ne va pas, a avoué un correspondant royal. On nous dit à tous d'attendre des mises à jour officielles qui ne semblent jamais venir. À l'extérieur du palais de Buckingham, des sympathisants ont commencé à déposer des fleurs et des lettres de soutien. Beaucoup d'entre eux se souviennent comment le roi Charles, après des décennies d'attente, a finalement pris la couronne et promis de moderniser la monarchie. Ils craignent maintenant qu'il n'ait pas la force de voir cette promesse se réaliser. Même ceux qui évoluent dans les cercles royaux
ont commencé à murmurer des plans d'urgence. Que se passerait-il si le roi était contraint de se retirer de ses fonctions? De telles conversations, autrefois impensables, deviennent de plus en plus fréquentes à huis clos. L'atmosphère à l'intérieur du palais est lourde d'incertitude. Les domestiques parlent à voix basse. Les conseillers vont et viennent avec des visages sombres. Les plus proches du roi décrivent un homme qui essaie de cacher sa souffrance au monde. Tard dans la nuit, on dit qu'il erre dans les couloirs de Clarence House, incapable de dormir, serrant dans ses mains de vieilles lettres et des photos de sa mère, la regrettée reine. Sa sagesse lui manque. Un initié a révélé. Il n'arrête pas de dire qu'elle saurait quoi faire. Pour un monarque qui a passé toute sa vie à attendre la couronne, le destin semble maintenant cruellement impatient. Le corps qui portait autrefois le poids de la patience et du devoir le trahit juste au moment où il a enfin atteint son destin. Et pourtant, derrière toute cette tristesse, se cache une autre histoire. Une histoire de loyauté changeante, de peur silencieuse et de tensions croissantes entre ceux qui se tiennent le plus près du trône. Chunk III, car à mesure que la santé du roi continue de décliner, ceux qui l'entourent commencent à agir de manière très différente. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère est devenue insupportablement lourde. Les jours se confondent avec les nuits, alors que le roi Charles reste sous surveillance médicale constante. À ses côtés, le prince William a discrètement abandonné toutes ses fonctions royales et ses projets personnels. Il quitte rarement les appartements du roi, choisissant plutôt de rester à portée de main, dormant souvent dans une pièce attenante afin de pouvoir être là au moment où son père a besoin de lui. Les proches de la maison royale disent que William se déplace maintenant dans le palais comme un homme portant deux fardeaux, à la fois le chagrin d'un fils et le poids d'une couronne qu'il n'a jamais voulu si tôt. Chaque mise à jour du médecin fait sombrer son cœur un peu plus profondément. Il sait que le moment qu'il redoute depuis des années pourrait arriver plus tôt que prévu. En silence, il a commencé à se préparer à l'inévitable, le jour où il devra s'avancer en tant que roi. Pourtant, derrière son calme et sa prestance princière se cachent la peur, le doute et le souhait tacite qu'il puisse avoir un peu plus de temps, non pas en tant qu'héritier, mais simplement en tant que fils. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, Harry lutte contre un autre type de douleur depuis sa maison en Californie. Il appelle souvent, parfois tard dans la nuit, juste pour entendre la voix de son père. Les conversations sont brèves, mais chargées d'émotions. « Comment te sens-tu, papa » demande-t-il doucement, bien que tous deux connaissent la réponse. Le roi essaie d'avoir l'air fort, mon fils, rassurant le plus jeune que tout ira bien. Mais Harry entend la fatigue dans chaque mot, les pauses entre les respirations. Et pourtant, malgré les appels, il n'est pas revenu. La distance entre lui et le reste de la famille semble toujours insurmontable. Une blessure restée ouverte trop longtemps. Certains disent que c'est la fierté qui le retient, d'autres pensent que c'est la peur d'affronter l'institution à laquelle il a autrefois renoncé, et le frère dont il ne retrouvera peut-être jamais la confiance. Pour le roi Charles, c'est la partie la plus cruelle de toutes. Se sentir aimé par ses deux fils, mais séparé d'eux par la couronne même qui définit sa vie. Ceux qui l'ont vu en privé décrivent des moments de désespoir silencieux. Parfois, il demande à être laissé seul, fixant de vieilles photographies de William et Harry lorsqu'ils étaient jeunes garçons, leurs sourires intacts par le devoir ou le ressentiment. Il garde un petit cadre en argent sur sa table de chevet, une photo prise il y a des années, à Balmoral. Chunk IV. « Nous étions heureux alors », aurait-il dit à un proche collaborateur. Les médecins parlent d'un ton mesuré, encourageant le repos et l'optimisme, mais le roi semble comprendre plus qu'il ne l'admette. Il est conscient que son temps s'écoule plus vite que quiconque ne veut le croire. Chaque coucher de soleil sur Buckingham semble plus lourd, les murs résonnant de souvenirs de rires qui se sont éteints depuis longtemps.
Les tentatives de William et Harry de se reconnecter, l'un par sa présence, l'autre par ses mots, sont tendres mais fragiles. Le roi, pris entre les deux, porte à la fois l'espoir et le regret. L'espoir qu'ils puissent se réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Le regret que son règne, si longtemps attendu, ait apporté plus de chagrin que de paix. Et pourtant, même si le corps du roi s'affaiblit, la machine de la monarchie continue de tourner. Des décisions sont prises, des plans élaborés discrètement en arrière-plan. Tout le monde sent que le changement arrive, mais personne n'ose le dire à voix haute, parce que pendant que les fils du roi luttaient pour retrouver le chemin vers lui, quelqu'un d'autre à l'intérieur du palais a commencé à agir différemment, tranquillement, délibérément et avec détermination. Dans une autre aile du palais de Buckingham, loin de la chambre du malade et des prières murmurées, la reine Camilla a commencé à prendre ses propres décisions. Des actions qui, si elles étaient découvertes, pourraient tout changer. Alors que la santé du roi Charles déclinait visiblement, la reine Camilla a commencé à agir étrangement. Les membres du personnel, qui avaient servi la famille royale pendant des décennies, ont murmuré que quelque chose dans son comportement avait changé. Ses yeux ne montraient plus la chaleur d'une épouse dévouée. Ils reflétaient le calcul, une urgence silencieuse, comme si elle se préparait à quelque chose de monumental et peut-être d'irréversible. Ces dernières semaines, plusieurs aides royaux ont remarqué que Camilla passait de longues heures dans son bureau privé. La porte était toujours verrouillée, son ton vif lorsqu'on la dérangeait. Tard dans la nuit, la faible lueur de sa lampe était encore visible à travers les lourds rideaux. Que faisait-elle, se demandait-il, alors que tout le monde au palais était endormi. La réponse a commencé à faire surface lorsqu'un laquais de confiance a surpris des fragments d'un appel téléphonique tendu. La voix de Camilla, basse et urgente, parlait à quelqu'un qu'elle appelait Jonathan. Ce nom, s'est-il avéré, appartenait au conseiller financier de son fils, Tom Parker Bowles. Des rumeurs se sont rapidement répandues dans les couloirs du personnel de Buckingham. Certains affirmaient que Camilla avait discrètement commencé à transférer des portions de sa fortune vers des comptes offshore. D'autres ont juré avoir vu des documents confidentiels être livrés à ses appartements, scellés et transportés à la main par des hommes en costume qui ont contourné le protocole habituel du palais. Il y avait même des murmures selon lesquels une propriété en Suisse, au nom de la société de Tom, avait récemment changé de propriétaire. Et tout cela, coïncidence ou non, a commencé juste au moment où l'état du roi a pris une tournure grave. William a été parmi les premiers à sentir que quelque chose n'allait pas. Chang V, il n'avait jamais entièrement fait confiance à sa belle-mère. Et maintenant, chaque mouvement inexpliqué ou conversation étouffée ne faisait qu'aggraver son malaise. Lorsque les comptables du palais ont signalé une activité inhabituelle dans plusieurs fonds communs liés à la maison royale, William a su qu'il ne pouvait plus l'ignorer. En privé, il a demandé à sa tante, la princesse Anne, de l'aider à surveiller les actions de Camilla. Anne, avec sa discipline silencieuse et son sens du devoir, a accepté sans hésitation. Camilla, bien sûr, n'ignorait pas la suspicion qui l'entourait. Elle avait vécu assez longtemps au sein de la monarchie pour comprendre comment les murmures pouvaient détruire une réputation plus vite que n'importe quelle vérité. Pourtant, au lieu de s'arrêter, elle semblait devenir encore plus déterminée. Ses appels téléphoniques sont devenus plus fréquents, son ton plus froid. Nous devons tout finaliser bientôt. On l'a entendu dire que les choses avançaient plus vite que prévu. Mais que finalisait-elle exactement? Les médias avaient commencé à remarquer ses absences croissantes aux événements royaux. Les invitations étaient déclinées à la dernière minute. Ses sourires en public, autrefois confiants, paraissaient maintenant forcés. Certains tabloïds ont spéculé qu'elle était simplement submergée par la détérioration de la santé du roi. D'autres, cependant,
pensait qu'il se tramait quelque chose de bien plus sombre, que Camilla assurait son avenir et celui de ses fils, au cas où l'inévitable se produirait plus tôt que quiconque n'osait l'admettre. Des initiés ont décrit un moment glaçant un après-midi où Camilla a été vue debout seule dans le bureau du roi, fixant un portrait de Charles peint il y a des décennies. Son visage était illisible, partagé entre le chagrin et le calcul. Lorsqu'une femme de chambre est entrée dans la pièce, Camilla s'est retournée doucement et a dit qu'il avait toujours été trop confiant. Puis, sans un autre mot, elle s'est éloignée. Derrière les murs du palais, la tension est devenue insupportable. La méfiance et la vigilance silencieuse de William et les manœuvres secrètes de Camilla ont créé un triangle fragile de suspicion et de peur. Chaque décision, chaque réunion, chaque murmure avait du poids. Et si Camilla se préparait vraiment à une vie sans le roi, une vie où son influence survivrait, peut-être même croîtrait, la maison royale, toujours si soucieuse de paraître unie devant le public, commençait à se fracturer de l'intérieur. Pourtant, au milieu de toute cette incertitude, une chose est devenue claire. Les actions de Camilla n'étaient pas celles d'une femme prise au dépourvu par la tragédie. C'étaient les mouvements délibérés de quelqu'un qui anticipait le changement, quelqu'un qui comprenait que le pouvoir dans la monarchie ne disparaît pas simplement. Chunk 6, il se déplace. Et à mesure que la force du roi diminuait de jour en jour, l'illusion de stabilité autour de lui diminuait également. Alors que la santé du roi Charles continuait de décliner, la vie autrefois radieuse à l'intérieur du palais de Buckingham s'est estompée pour laisser place à un lourd silence. C'est alors que la princesse Anne, la seule sœur du roi, connue pour sa discipline inébranlable, a tranquillement pris le contrôle. Alors que les autres hésitaient, elle s'est avancée sans hésitation, devenant le pilier stable qui maintenait la monarchie unie au milieu de la tempête croissante. Ces dernières semaines, Anne est apparue plus fréquemment en public. Qu'il s'agisse de visiter des hôpitaux, d'assister à des événements caritatifs ou de représenter la couronne lors de cérémonies nationales, sa présence était constante et rassurante. Elle parlait peu, mais chaque geste portait l'autorité silencieuse de quelqu'un qui est né pour servir. Alors que l'absence du roi était expliquée par le repos et la convalescence, c'est Anne qui a maintenu l'illusion de normalité, veillant à ce que la machine de la monarchie continue de fonctionner en douceur, consciencieusement et sans que des fissures n'apparaissent à huis clos. Cependant, l'atmosphère était tendue. Anne travaillait avec une énergie implacable, rencontrant des conseillers, examinant des rapports et donnant des ordres directs que même les plus hauts courtisans n'osaient pas remettre en question. Son ordre principal était clair. En aucun cas, l'étendue de la maladie du roi ne devait être divulguée au public. Elle savait que la stabilité de la monarchie dépendait du secret. Si la vérité fuyait, à savoir que l'état du roi s'aggravait rapidement, la frénésie médiatique pourrait ébranler non seulement le palais, mais la nation entière. Pourtant, au milieu de ces tâches interminables, Anne a commencé à remarquer autre chose. Le comportement de Camilla avait changé. La reine consort, autrefois toujours visible aux côtés du roi, passait maintenant plus de temps recluse dans ses quartiers privés. Des rumeurs ont circulé dans les couloirs du personnel, d'étranges appels téléphoniques tard dans la nuit, des visiteurs non enregistrés et des réunions soudaines avec des conseillers financiers. L'instinct d'Anne lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à surveiller discrètement les mouvements de Camilla, s'entretenant avec des aides de confiance et examinant les documents financiers qui passaient sur son bureau. Ce qu'elle a découvert l'a glacée. Une piste de transactions inhabituelles, toutes liées à des comptes associés au fils de Camilla, Tom Parker Bowles. C'était subtil au début, des transferts qui ressemblaient à des affaires familiales de routine. Mais à mesure qu'Anne creusait, le schéma devenait suspect. De l'argent quittait discrètement le pays pour être placé dans des avoirs privés
qui ne pouvaient ne pas être facilement retracées. Pour Anne, qui valorisait la transparence et la loyauté par-dessus tout, c'était une trahison impardonnable. La tension entre les deux femmes a commencé à se manifester dans des échanges calmes et retenus. Lors d'une réunion, Anne aurait interpellé Camilla au sujet de ses récentes absences, pour ne recevoir qu'une réponse polie mais évasive. À partir de ce jour, les sourires polis entre elles lors d'événements publics ont dissimulé un courant sous-jacent de méfiance et de rivalité. Chunk 7. Pour Anne, il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de la monarchie elle-même, de l'héritage que sa mère, la reine Élisabeth II, avait passé sa vie à protéger. Elle craignait que Camilla, aveuglée par des motifs personnels, ne mine cet héritage au pire moment possible. Pourtant, Anne a gardé son sang-froid. Elle a continué à paraître calme et maîtresse de la situation, projetant une image de force au monde extérieur. Mais derrière les portes du palais, elle a discrètement recueilli des preuves et s'est préparée à la confrontation qui pourrait suivre. Et cette confrontation n'était pas loin. Car peu après le début de l'enquête d'Anne, Camilla a fait un geste choquant. Un geste si audacieux et inattendu qu'il a envoyé des ondes de choc dans tous les coins de la maison royale. 3 transferts financiers distincts, chacun plus important que le précédent, tous dirigés vers son fils. Lorsque la somme totale a finalement été calculée, même les aides royaux les plus loyaux ont été stupéfaits. La lutte de pouvoir silencieuse à l'intérieur du palais de Buckingham venait d'atteindre un nouveau sommet dangereux, et la princesse Anne ne se tenait plus dans l'ombre. La tension qui couvait à l'intérieur du palais de Buckingham a finalement atteint son point de rupture. Pendant des semaines, des murmures ont empli les couloirs, des voix étouffées, des regards en coin et le faible écho d'une suspicion que personne n'osait exprimer à voix haute. Mais un soir, alors que la princesse Anne examinait un rapport financier confidentiel, tout est devenu clair. C'était là une preuve indéniable. 3 transactions distinctes, toutes acheminées par le biais d'un compte offshore commun, chacune sous l'autorisation de la reine Camilla. Le montant total, un chiffre étonnant qui a laissé même le conseiller financier royal sans voix. Les mains d'Anne tremblaient alors qu'elle feuilletait les pages. Chaque transfert était attribué à Tom Parker Bowles, le fils de Camilla. Il ne s'agissait pas d'un malentendu, c'était délibéré, calculé, et pire que tout, cela avait été réalisé alors que le roi était alité, luttant pour sa santé. Anne n'a pas perdu de temps. Elle a convoqué le prince William dans son bureau privé, à l'intérieur du palais. Sa voix était ferme, mais froide. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit en faisant glisser les documents sur le bureau. William a lu en silence, son visage vidé de toute couleur. Les chiffres sur la page ne représentaient pas seulement de l'argent, ils représentaient la trahison. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré, mais l'expression d'Anne lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Chunk 8. Ils ont immédiatement alerté les conseillers royaux. En quelques heures, la nouvelle est parvenue au roi. Charles s'est assis en silence pendant qu'il lui présentait les preuves. Ses yeux étaient fixés sur les papiers devant lui. La pièce était si calme qu'on pouvait entendre le léger tic-tac de l'horloge ancienne derrière lui. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme, trop calme. « Amenez-la-moi. » Quelques instants plus tard, Camilla entra dans la pièce. Elle avait l'air pâle mais sereine, ses yeux passant de Charles à Anne et William. Personne ne parla pendant un long et lourd moment. Le seul son était le bourdonnement lointain des bouches d'aération du palais. Puis, Charles rompit le silence. Sa voix était basse, fatiguée, mais assez aiguë pour percer le silence. « Pourquoi feriez-vous cela alors que je suis allongé sur un lit d'hôpital à me battre pour ma vie ?» Camilla prit une profonde inspiration, ses mains jointes. « Parce que j'avais peur, dit-elle enfin.
Peur que demain vous n'ayez plus la force de protéger ce qui appartient à mes enfants, j'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait. » Ces mots flottaient dans l'air, fragiles, tremblants, presque humains. Mais pour Charles, ils sonnaient comme une lame. « Protéger », répéta-t-il, son ton se durcissant. « Vous appelez ça protéger. J'appelle ça trahison. » Anne se détourna, la mâchoire serrée par la colère. William resta figé, partagé entre la fureur et l'incrédulité. Pour lui, l'explication de Camilla n'était rien de plus qu'une excuse qui pouvait détruire tout ce que leur père avait construit. Charles se leva lentement de sa chaise, son corps frêle, mais ses yeux brûlants d'une rage silencieuse. « Toute ma vie, j'ai essayé de reconstruire ce qui avait été brisé, » dit-il, la voix brisée. « Je me suis battu pour vous quand personne ne croyait en nous. Je vous ai donné une couronne, Camilla, et c'est ainsi que vous me le rendez. » Des larmes jaillirent dans ses yeux, mais le roi ne s'adoucit pas. « Vous croyez que je ne connais pas la peur, » continua-t-il. « J'ai peur chaque jour que mon temps ne s'épuise. Chunk 9, mais même ainsi, je ne volerai jamais à l'institution que j'ai juré de protéger. » Pour la première fois, Camilla resta sans voix. La pièce semblait se refermer sur elle. Anne se tenait silencieusement près de la fenêtre, les bras croisés, le visage inexpressif, mais le cœur lourd de chagrin. Les yeux de William croisèrent ceux de son père. Un échange silencieux de chagrin partagé. La respiration du roi devint superficielle. Les médecins l'avaient averti d'éviter le stress, mais le mal était déjà fait. Le poids émotionnel de la révélation était plus que son cœur affaibli ne pouvait supporter. Il se détourna, murmurant « Laissez-moi ». Camilla hésita, puis inclina la tête et sortit lentement. La lourde porte de chêne se referma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans le couloir, un son qui sembla définitif. Cette nuit-là, le palais fut plus silencieux que jamais. Les quartiers étaient vides, les lumières tamisées, et même les gardes à l'extérieur semblaient sentir que quelque chose d'irréversible s'était produit. Dans sa chambre privée, Charles était assis seul, fixant le portrait de sa mère, la reine Élisabeth II. Pendant longtemps, il ne dit rien. Puis, d'une voix faible, il murmura « Je les ai tous déçus. » En bas du couloir, Anne rencontra à nouveau William. Tous deux avaient l'air épuisés, leur visage marqué par l'inquiétude. « Il ne se remettra pas facilement de cela, » dit Anne doucement, « ni physiquement, ni émotionnellement. » William hocha la tête, son regard distant. « Elle non plus, » répondit-il, parce qu'au fond d'eux, tous deux savaient que la confrontation avait tout changé, pas seulement entre Charles et Camilla, mais au sein de la monarchie elle-même. La confiance avait été rompue, et aucune quantité de décorum royal ne pouvait y remédier. Il était tôt le matin lorsque la décision fut prise. À l'intérieur du palais de Buckingham, les couloirs étaient silencieux, l'air lourd de quelque chose d'indicible, comme si les murs eux-mêmes comprenaient que l'histoire était sur le point de changer. Le roi Charles était assis seul à son bureau, sa main tremblante planant au-dessus d'une simple feuille de papier. Le blason royal scintillait faiblement en haut, et en dessous, les mots qui mettraient fin à un mariage autrefois qualifié de destinée. C'était le document officiel de séparation. Pendant longtemps, il ne bougea pas. La plume reposait dans sa paume. Mais ses pensées étaient ailleurs, dans les souvenirs de rire, dans les murmures de promesses faites sous le poids de l'amour volé. Pourtant, maintenant, il ne restait que le silence. Finalement, avec une profonde et lasse respiration, il signa son nom. Camilla fut informée quelques minutes plus tard. Chunk 10. Pas de cris, pas de larmes, juste un échange de mots tranquilles entre deux personnes qui avaient autrefois défié le monde l'une pour l'autre.
maintenant trop épuisé pour se battre. Sa voiture l'attendait à l'entrée latérale du palais. La reine consort, plus en titre ni en esprit, sortit dans l'air froid du matin, ses yeux cachés derrière des lunettes noires. Elle serrait dans ses mains un petit sac à main. À l'intérieur, une lettre pliée que Charles avait écrite il y a des années, une lettre qu'elle ne pouvait se résoudre à laisser derrière elle. La portière noire de la voiture se referma doucement, et sans un mot, elle l'éloigna du palais de Buckingham. Cet après-midi-là, le palais publia une déclaration soigneusement formulée. Sa Majesté la reine Camilla prendra un congé temporaire de ses fonctions royales pour se concentrer sur sa santé et son bien-être personnel. Mais le public n'était pas dupe. La presse, contenue mais agitée, commença à tourner autour. Congé temporaire, titraient les journaux, ou séparation discrète. Les présentateurs de nouvelles parlaient à voix basse. Les analystes spéculaient sans fin. Et le peuple britannique, autrefois divisé sur sa présence, était maintenant uni dans une seule émotion. L'incertitude. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était tout aussi tendue. William était dévasté. Il avait vu cela venir, mais cela l'avait quand même frappé comme une tempête. La vue de son père, frêle, silencieux, les yeux fixés sur la pluie à l'extérieur de la fenêtre, brisa quelque chose à l'intérieur de lui. Pour William, ce n'était pas seulement un scandale royal, c'était sa famille, une fois de plus, qui se désagrégeait sous ses yeux. De l'autre côté de l'océan, Harry apprit la nouvelle par ses aides avant que la déclaration officielle ne lui parvienne. Il ne dit pas grand-chose, juste un soupir silencieux et un long silence. Ceux qui l'entouraient ne savaient pas ce qui faisait le plus mal, la distance qu'il avait choisie ou l'impuissance qu'il ressentait maintenant. Il voulait appeler, mais les mots lui manquaient. Et puis il y avait Anne, la sœur toujours calme et toujours loyale. Elle avait soutenu son frère à travers les triomphes et les humiliations, à travers le devoir et le désespoir. Pourtant, lorsqu'elle entra dans son bureau privé ce soir-là, elle vit quelque chose auquel elle n'était pas préparée. Charles était assis dans le vieux fauteuil qui avait autrefois appartenu à leur mère, la reine Élisabeth II. La douce lumière de la cheminée scintillait sur son visage, pâle et marqué par les rides et la fatigue. Sur le bureau, il y avait une tasse de thé intacte et une photographie encadrée de la reine, veillant silencieusement sur lui. Chunk 11. Anne ne parla pas. Elle s'approcha simplement, plaçant une main sur son épaule. Ses yeux croisèrent les siens, des yeux qui portaient autrefois la certitude d'un monarque, maintenant remplis uniquement de la fragilité d'un homme qui avait trop perdu. « J'ai fait ce que je devais faire », dit-il doucement, « mais j'ai l'impression d'avoir tout perdu à nouveau. » La main d'Anne se serra légèrement. « Vous n'avez pas tout perdu, Charles. Vous avez toujours votre couronne et vos enfants. » Il détourna le regard, secouant la tête. « La couronne me semble plus lourde que jamais. Et mes enfants, ils portent des blessures que je leur ai infligées. » La pièce retomba dans le silence. Dehors, la pluie s'était transformée en une douce bruine, tapotant doucement contre la fenêtre, un rythme qui semblait faire écho au rythme cardiaque fatigué du roi. Anne resta encore un moment, puis le laissa tranquillement à sa solitude. Alors que la porte se refermait derrière elle, Charles se tourna vers le portrait de sa défunte mère. « Vous êtes-vous déjà senti seul, vous aussi ?» murmura-t-il. Le feu crépita, mais aucune réponse ne vint. Seul le faible bruit de la pluie et l'écho d'une histoire d'amour qui s'était finalement éteinte. Et ainsi, cette nuit-là, pour la première fois depuis son couronnement, le roi d'Angleterre dormit seul, non seulement en tant que monarque, mais aussi en tant qu'homme dépouillé de l'amour qu'il croyait autrefois capable de le sauver. Peut-être aucun monarque dans l'histoire de la Grande-Bretagne n'a-t-il jamais enduré une telle solitude et un tel chagrin.
Le roi qui se tenait autrefois au cœur de la nation est maintenant assis en silence, entouré de murs dorés qui n'apportent plus de réconfort. Sa santé s'affaiblit de jour en jour. L'amour qu'il croyait autrefois éternel s'est transformé en cendres. Et même ses fils marchent maintenant sur des chemins séparés. Ce qui reste, ce n'est ni la gloire ni le triomphe, mais une couronne froide et lourde qui pèse sur une âme fatiguée. À l'extérieur des portes du palais, les gens prient toujours pour leur roi, espérant la force et la guérison. Pourtant, à l'intérieur de ces murs anciens, un calme glacial persiste. Les couloirs autrefois remplis des rires de la reine et de la chaleur de la famille ne résonnent plus qu'avec le bruit de ses pas. Est-ce l'aube finale du règne du roi Charles III, ou simplement le calme avant une plus grande tempête que le destin se prépare à déchaîner sur la maison de Windsor? Seul le temps nous le dira, car en fin de compte, une couronne peut accorder le pouvoir et la domination sur une nation, mais elle n'apportera jamais la paix à un cœur agité.